Donc, je vais passer la parole maintenant à Daniel Damasio-Borges, qui a fait sa thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit international public. Il l'a fait sous la direction de M. Sorel, et qui est à son tour maintenant, ce sont les chaînes générationnelles, professeur de droit international public à l'Université d'État de Sao Paulo. Sa thèse, c'est ce petit objet qui est intitulé « L'État social face au commerce international ». Donc, il a passé plusieurs années à travailler sur ce sujet de l'interface entre normes sociales et normes commerciales. Il a obtenu d'ailleurs un prix de thèse de l'école doctorale à ce sujet. Il est actuellement résident fellow à l'Institut d'études avancées de Nantes, où il occupe une chaire France-OIT qui est financée par le ministère du Travail, qui accueille chaque année en résidence en France des chercheurs venus principalement des pays du Sud sur les questions du travail. Donc, cher Daniel, je vous passe la parole, là encore, pour une quinzaine de minutes. On va rester sur les rapports entre OMC et OIT, mais vous avez des images. Oui, oui. Je voudrais tout d'abord remercier beaucoup le professeur Adolfo pour l'invitation. Évidemment, j'étais très honoré, très flatté pour l'invitation. C'est évidemment un très grand honneur de participer à ces colloques. Alors, je vais parler à peu près sur les mêmes thèmes de Madame la professeure Gabrielle Marceau. Alors, sur l'articulation entre commerce international et normes internationales du travail. Et je vais parler spécifiquement dans l'article 20 du GATT. Il était déjà à l'origine du GATT lorsque il a été négocié en 1947. Et cet article a été repris dans les accords de l'OMC. Et alors, c'est justement un article qui, à mon avis, est très significatif parce que il peut nous donner quelques pistes de comment justement articuler les logiques différentes dont le professeur Suppiò a parlé tout à l'heure, de comment concilier les différentes normes issues des différents ensembles normatifs du droit international public. Alors, en particulier, dans mon cas, dans le cas de ma présentation, évidemment, c'est le cas du travail et du commerce. Alors, je vais faire une très brève introduction sur le commerce et le travail. Enfin, je vais être vraiment très, très brève là-dessus. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais parler sur la possibilité d'utiliser cet article 20 qui parle sur les exceptions aux obligations commerciales multilatérales. Je vais parler en particulier de la clause de la moralité publique, parce que cet article autorise les États à imposer des barrières commerciales, y compris en matière de non-discrimination, dont Madame la professeure Gabrielle Marceau parlait tout à l'heure, justement, qui autorise les États à imposer des barrières commerciales, même si elles sont contraires aux autres obligations commerciales multilatérales, y compris les principes de non-discrimination dont la professeure Gabrielle Marceau a parlé tout à l'heure. Donc c'est un article très important parce qu'il justement autorise les États sur certaines conditions, sur la base de la moralité publique, et nous allons le voir son lien avec le travail. De là l'importance justement de cet article pour essayer de concilier les logiques différentes au sein du droit international public. Et ensuite, je vais parler sur comment cette condition doit être mise en œuvre. Parce qu'évidemment, il n'y a pas cette exception, elle est très bien réglementée. Les États ne peuvent pas utiliser cette exception d'une façon abusive. Alors, il y a certaines conditions qui sont posées pour que ces barrières commerciales puissent être imposées. Et nous allons les voir, c'est là, dans la partie de la mise en application, où les contradictions des États sont évidentes. Peut-être les schizophrénies des États sont aussi évidentes, la question pose plus de problèmes. Alors, sur introduction, enfin, je ne vais pas
être très, très long là-dessus. Alors, juste pour vous dire qu'il n'y a pas une clause explicite sur le respect des conventions internationales du travail au sein des accords de l'OMC. Il n'y a pas une clause très claire qui affirme que les États peuvent poser des barrières commerciales lorsque les États ne respectent pas les conventions de l'OIT. Donc il n'y a pas une clause spécifique, ou ce qu'on appelle la clause sociale, qui dit d'une façon explicite que les États sont autorisés à imposer des barrières commerciales, la contrainte commerciale, lorsqu'il y a une violation des conventions de l'OIT, des normes internationales en matière de travail. Bon, mais le fait qu'il n'y a pas de clause explicite, cela ne veut pas dire, comme nous allons voir tout à l'heure, sur la base de certains articles du GATT, on peut imposer des barrières commerciales sur la base des articles en vigueur. Il y a ensuite une observation qui maintenant, il y a une prolifération des clauses sociales dans les accords commerciaux préférentiels, comme la professeure Marceau a dit tout à l'heure. Il y a effectivement des clauses explicites qui font les liens explicites entre commerce et travail, y compris une autorisation explicite dans le sens de l'autorisation d'imposition des barrières commerciales s'il y a une méconnaissance des normes internationales du travail. Alors, juste pour vous illustrer, j'aime beaucoup ces tableaux, alors je ne peux pas m'empêcher de vous montrer. C'est un tableau qui s'appelle Les ouvriers des Tarsila d'Amaral. C'est une peintre brésilienne, donc qui montre très bien, vous voyez, les ouvriers ne sont pas très joyeux, qui montre très bien la dureté des conditions de travail dans le monde et au Brésil à l'époque du début de l'industrialisation de la ville de São Paulo. Alors, comment utiliser justement les commerces, les droits de l'OMC pour améliorer les conditions de travail de ces gens-là? Alors, l'article 20. Alors, l'article 20, il est au cœur du débat sur l'articulation entre les règles juridiques, les intérêts marchands et non marchands. Alors, pour quelle raison? Pour une raison très simple, parce qu'il prévoit que lorsque les États imposent des barrières commerciales sur la base de certains objectifs, de certaines finalités, ils peuvent les faire. Alors, sur cet article 20, il ne parle pas spécifiquement sur les normes internationales du travail, mais il y a quand même trois alinéas de cet article qui, à mon sens, ont le lien avec le travail. D'abord, la moralité publique, on va parler tout à l'heure, la protection de la santé et de la vie des personnes, et les articles fabriqués dans les prisons. Alors, donc, cet article autorise les États à imposer des barrières commerciales sur la base de ces finalités. Alors, sur les travail, la protection de la santé et de la vie des personnes, alors c'est insuffisant parce que, évidemment, il y a les conventions de l'OIT qui parlent de la protection de la santé et de la sécurité au travail, mais les conventions de l'OIT vont beaucoup au-delà de ça. Donc, ils traitent sur tous les aspects relatifs au travail. Donc, c'est un article insuffisant. Alors, les articles concernant l'exception des articles fabriqués dans les prisons, c'est aussi insuffisant parce que les travail forcés, le travail dans les prisons ne veut pas dire forcément travail forcé. Et en plus, beaucoup de cas de travail forcé ont lieu en dehors des établissements pénitentiaires. Donc c'est très insuffisant. Nous savons pertinemment que les questions de travail vont bien au-delà de la question de travail forcé. Alors, quelle clause on peut utiliser? Et à mon sens, dans les conventions de l'OIT, d'une façon générale, peu importe si c'est le travail forcé ou si la protection de la santé ou de la vie des personnes, les conventions de l'OIT d'une façon générale. Alors, justement, la moralité publique. Et cet article a été invoqué justement dans une affaire, pas sur les milieux, sur la question du travail, pas sur la question du bien-être des êtres humains, mais sur la question du bien-être des animaux. Alors, vous avez une photo d'une phoque, c'est un animal très sympathique. Alors, il y a un cas, une affaire,
les mesures qui interdisent l'importation et la commercialisation des produits dérivés de phoques. Alors l'Union européenne a invoqué la moralité publique pour interdire la commercialisation du phoque en disant que ça porte atteinte à la moralité publique des Européens, en disant que la présence sur les marchés européens de ces produits, étant donné les conditions dans lesquelles les phoques sont chassés, ça porte atteinte à la moralité publique des Européens, parce que ce n'est pas acceptable les conditions dans lesquelles les phoques sont chassés. Apparemment, il y a des méthodes très cruelles. C'est intéressant de regarder les rapports du groupe spécial et de ce qu'on appelle, qui sont très détaillés. Alors, donc, ça me fait penser aussi à un cas célèbre au Brésil d'un avocat pendant la dictature que plaidait devant le tribunal de sécurité nationale. Il plaidait contre une personne qui a été sévèrement torturée. Il a dit au juge du tribunal de la sécurité nationale, écoutez, si vous ne voulez pas appliquer les normes brésiliennes applicables aux droits des hommes, au moins avoir la dignité d'appliquer les statuts de protection des animaux. Ce n'est pas possible qu'une personne comme ça soit traitée de cette façon. Donc, a fortiori, si les bien-être des animaux peuvent relever de la moralité publique, bien entendu, à mon sens, il est évident que la question du bien-être des travailleurs, y compris étrangers, peuvent parfaitement relever de la moralité publique, et a été accepté par l'organe d'appel. Ce qu'il invoque, lui, c'est la sûreté nationale. Alors, la question qui se pose, c'est là où les nombres de condamnations sont beaucoup plus importantes, c'est la façon de les faire. Parce que l'organe d'appel, il accepte que certains objectifs non commerciaux soient invoqués pour imposer l'interdiction de certains... que certaines barrières soient imposées. Mais tout l'enjeu, c'est la façon de les faire. Il faut que les États soient cohérents, soit qu'ils appliquent les mêmes règles. Alors, je vais vous donner juste deux exemples. Alors, l'affaire prohibition de certaines crevettes, où les États-Unis ont interdit la commercialisation de certaines crevettes, parce que les méthodes de pêche, en raison des méthodes de pêche, les tortues ont été prises d'une façon accidentale. L'organe d'appel a accepté que cet objectif soit un objectif valable, mais a critiqué la façon dont les États-Unis ont fait, parce qu'ils traitaient les tortues et les crevettes américaines du pays des Caraïbes, qui sont très proches des États-Unis, d'une telle façon. Ils arrivaient à négocier, à faire de l'aide technique pour que ces producteurs puissent s'adapter aux nouvelles techniques de pêche, alors que, concernant les pays asiatiques, ils étaient très stricts. Ils n'avaient pas de négociations, ils n'avaient pas de l'aide dans ces domaines-là. Donc, ils invoquaient un intérêt non commercial d'une façon discriminatoire, en fonction des rapports diplomatiques entre les États-Unis et les pays des Caraïbes, où ils étaient toujours beaucoup plus proches. Les États-Unis appliquaient d'une façon discriminatoire, ce qui a été condamné par l'organe d'appel. Il y a aussi, dans une autre affaire, concernant le Brésil, l'importation des pneumatiques échappés, c'est un grand problème environnemental au Brésil, un grand problème sanitaire, la question des déchets de pneus. Le Brésil a imposé l'interdiction de l'importation des pneumatiques échappés. L'organe d'appel a été d'accord, c'est possible d'invoquer cette exception environnementale, c'est parfaitement possible, à condition que le Brésil soit cohérent. Parce qu'il interdisait l'importation de pneumatiques échappés de l'Europe, mais il interdisait l'importation de pneumatiques échappés en Europe, mais autorisait les pays du Mercosur, parce que c'est des pays avec lesquels le Brésil a des rapports très proches. Donc, pour conclure, pour moi, alors c'est une question, peut l'article
va la clause de la moralité publique moraliser le commerce international? Alors, c'est une question ambitieuse. Alors, dans les textes, il y a de l'espace pour faire ça. L'organe de l'appel à plusieurs reprises s'est montré suffisamment flexible pour accepter que certaines exceptions commerciales soient invoquées, à condition que les États ne soient pas schizophrènes, mais à condition que les États soient cohérents. Donc, on applique les mêmes règles pour les producteurs internes, pour les producteurs des autres États. Il n'y a pas une diplomatie commerciale à géométrie variable en fonction des circonstances, en fonction des intérêts de chaque État. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous attends vos questions. Merci.